Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le premier débat télévisé entre 5 candidats à la présidence a eu lieu hier mardi. Pendant plusieurs heures, les prétendants à la magistrature suprême ont tenté d'exposer les grandes lignes de leur programme politique. Les autorités américaines souhaitent l'installation au plus tôt d'un président démocratiquement élu en Haïti, selon le ministre conseiller à l'ambassade des États-Unis, Brian Shooken, qui appelle tous les acteurs à travailler à l'aboutissement du processus électoral. Des membres du secteur privé des affaires se disent préoccupés face à la lenteur enregistrée dans le vote des amendements apportés à la loi sur le blanchiment des avoirs. Le premier face-à-face entre les candidats à la présidence a eu lieu mardi entre 5 candidats à la présidence lors d'un débat télévisé. Edmond Supplice-Bozil de Fusion, Jean-Henri Séan de Rémy Haïti, Jules Célestin de La Paix, Jean-Charles Moïse de Petite-Dessalines et Jovenel Moïse du PHTK ont participé à ce premier débat présidentiel organisé par le groupe d'intervention en affaires publiques, GIAP, diffusé sur plusieurs chaînes de télévision et repris sur les réseaux sociaux. Les candidats sont intervenus sur des questions liées à des thématiques d'intérêt général comme la gouvernance économique, l'énergie, la santé, la migration et la lutte contre la corruption. Selon des observateurs, le temps imparti à chacun d'eux, soit pour exposer leur programme 3 minutes ou pour réagir 1 minute, ne leur a pas permis de développer leurs argumentations, pas plus qu'ils n'ont pu interagir ou rebondir sur les questions posées et les réponses apportées. Les questions sur les vrais problèmes d'Haïti n'ont pas été soulevées lors du débat télévisé de GIAP mardi, estime le journaliste Adi Jean-Gardy. Ce débat, qui a réuni 5 des 27 candidats pour les présidentielles du 9 octobre, n'a pas pu aider les électeurs indécis à faire leur choix. Pour l'ancien ministre de la Communication, Haïti n'était pas au centre des discussions et le débat ressemblait beaucoup plus au jeu « Question pour un champion ». On a raté plusieurs thèmes. On a raté par exemple le thème de la désoccupation, le thème de la défense civile. Je crois que le problème de la défense de la nation n'a pas été abordé. Le problème de la défense aussi de nos frontières. Connaissons-nous nos frontières et comment gérons-nous les frontières? Ça veut dire qu'on est en train d'oublier la plupart des Haïtiens qui sont venus de la République dominicaine l'année dernière. Et ce problème n'a pas été soulevé. C'est un problème humanitaire assez grave. Non pas seulement pour Haïti, mais pour le monde noir. C'est un problème aussi très grave pour la région Caraïbe. La question aussi de l'éducation, de la réforme de l'éducation, d'une vraie réforme de l'éducation qui permette à la nation de pouvoir se surpasser et de participer à la gouvernance mondiale dans les prochaines années n'a pas été soulevée. Je parle aussi du problème du séisme. Ça veut dire qu'on a découvert de nouvelles failles, par exemple au niveau teutonique, des nouvelles failles qui peuvent écraser, qui peuvent détruire la République d'Haïti dans les prochaines années ou dans les prochains mois. À tout moment, un malheur peut arriver. La question sismique n'a pas été abordée, par exemple. La question des intempéries aussi, qui chaque année frappent le pays, le curage de nos rivières. Les candidats se rendent-ils compte aujourd'hui que l'environnement d'Haïti n'est pas seulement dégradant, mais est catastrophique. En dehors de cela, la question de la décentralisation non plus n'a pas été abordée avec profondeur, ni la question de choléra. Et la question de choléra, c'est un problème assez grave. Justement, les Nations Unies ont promis de payer des indemnités. Les candidats ne sont pas en train de voir ce qui va être fait. La question du tourisme, pour finir pour vous. La question du tourisme. La question de la croissance, pour finir. La question de la croissance économique d'Haïti, ça veut dire on était à 5,2, aujourd'hui on est à 1,8%. Et enfin, je vous dirais aussi que la question du déficit commercial, la question, par exemple, de la gourde haïtienne, ce sont des éléments qu'il faut absolument aborder. Dans le cadre des réactions suscitées par le premier débat présidentiel organisé hier par le GIAP, nous avons avec nous le professeur Gratien Jean, politologue. Bonsoir, professeur. Bonsoir Serge et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Professeur, c'est au politologue que je m'adresse ce soir. Vous avez assisté en direct, je crois, au débat présidentiel hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous estimez que les candidats ont eu la possibilité de présenter ou de défendre leur programme? Dans l'ensemble, ça a été bien, mais cependant, au niveau de la méthodologie et les questions aussi de temps imparti, je crois que les candidats n'ont
pas suffisamment de temps de présenter le programme. Et il faut le signaler aussi, un débat dans le champ de la campagne électorale présidentielle, c'est un débat aussi très académique. Il y a une certaine confusion entre programme politique et programme gouvernemental. Et je crois que ça a joué un petit peu sur la conception des candidats par rapport à leur vision globale, parce que un président, c'est surtout qu'il projette une vision globale de l'économie, une vision globale de la gouvernance et une vision globale aussi, je dirais, au niveau social en termes de services sociaux de base. Mais aussi, il y a un rapport sectoriel, mais dans le sens que le Premier ministre va pouvoir s'inspirer du programme politique pour pouvoir établir son programme en termes de politique générale. Donc il y a eu au départ cette confusion, je pense qu'il faut corriger, et à l'avenir, ce n'était pas un débat pour des candidats au poste de Premier ministre, mais bien un débat pour des candidats au poste présidentiel. Oui, c'est en effet ce qu'un certain nombre d'observateurs ont fait ressortir. Les questions posées s'adresseraient plus à un Premier ministre qu'à un président de la République. Que pensez-vous d'autre part du fait que les candidats n'aient jamais eu la possibilité d'interagir ? Oui, ça c'est aussi un problème. Bon, c'est le problème du temps. Mais en fait, on devrait avoir dès le départ, pas seulement le débat, mais des émissions où les candidats devraient tout d'abord présenter tout leur programme et venir ensuite avec le débat. Je crois que le public n'a pas suffisamment tiré vraiment de la substance des candidats en termes de leur vision du pays pour leur quinquennat en termes, je dirais en termes de victoire. Donc ça, c'est un déficit, c'est quelque chose à corriger, mais ce qui est essentiel, c'est que on a apporté, le JIAP a apporté un must, je dirais, à la campagne électorale, apporter une certaine chaleur, même pas, c'est pas encore la fièvre, mais quand même dans l'ensemble, et ça a été bien. Ce sont des choses vraiment qu'il faudrait corriger à l'avenir. Et aussi contrôler les candidats, parce que la première candidate qui a intervenu, je crois, a influencé les autres à pouvoir tomber aussi dans des tirades au lieu de répondre directement aux questions et de saisir l'occasion aussi de faire ressortir leur vision, leur véritable programme. Professeur, une petite question rapide pour terminer. Si on vous demandait d'organiser le prochain débat présidentiel, qu'est-ce que vous proposeriez? Je proposerais moi-même pour ce débat présidentiel d'avoir trois grands segments. Trois grands segments, c'est le segment vraiment économique pour pouvoir permettre aux candidats de présenter leurs visions économiques. C'est le segment en termes de gouvernance et en termes de gouvernance politique et le segment social. Je dirais d'accorder au moins 5 minutes de présentation à chaque candidat et non pas au tirage au sort. Et puis après, des questions spécifiques pourraient venir. Parce qu'il faut donner cette didactique aussi au public de pouvoir connaître enfin la vision globale des candidats. C'est le but même d'un débat. Oui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup professeur, merci de cet éclairage, merci de vos commentaires et à très bientôt. À très bientôt, c'est à vous de vous remercier pour cette intervention. Au revoir. Le gouvernement américain s'impatiente de voir un retour à l'ordre constitutionnel en Haïti, selon le ministre conseiller des États-Unis d'Amérique, M. Brian Shooken. Dans son discours prononcé lors de la réception offerte par le diplomate en l'honneur de la presse traditionnelle et des réseaux sociaux, mardi, en sa résidence, M. Shooken invite tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à jouer leur partition afin de permettre l'élection d'un nouveau président. Pour couvrir un événement national comme les élections du 9 octobre, un seul média ne peut tout faire. Il faut de la coordination et de la coopération. Cela demande de vérifier les sources et corroborer des preuves à travers le pays pour obtenir l'image complète et précise des événements du jour. J'espère que vous allez tout profiter de cette occasion pour rencontrer une nouvelle personne et échanger des informations
de sorte que vous puissiez apporter toutes les ressources de la presse haïtienne dans vos articles et reportages et également à votre public en Haïti. Plus encore, nous voulons voir des reportages balancés et perspicaces. Par exemple, pas seulement les problèmes rencontrés dans un centre de vote, mais également dans les autres 99 centres de vote où tout se déroule bien. Haïti a besoin d'un corps de presse responsable pour informer les citoyens sur des sujets d'importance, pas de leur vendre les rumeurs et les scandales sans fondement. La coalition haïtienne de femmes leaders, COFEL, apporte son soutien aux femmes candidates pour les prochaines élections. Un atelier de sensibilisation et de mobilisation des candidates a été organisé par la COFEL ce mercredi dans le but de permettre aux femmes candidates de mieux se préparer afin de convaincre l'électorat. Même si les femmes sont démographiquement plus nombreuses que les hommes et forment 52% de la population, dans la politique, elles ont encore beaucoup à faire. En effet, lors des dernières élections, elles n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Ce qui amène la COFEL à organiser 2 journées de sensibilisation et de mobilisation pour réfléchir, dialoguer et travailler sur les stratégies à mettre en place afin que les femmes gagnent aux élections du 9 octobre prochain. Toutefois, la coordonnatrice reconnaît que fort souvent, les candidates font face à des difficultés financières pour faire campagne. Cette organisation féminine est optimiste et déterminée à combler ce vide au Parlement haïtien où il n'y a ni femmes députées, ni femmes sénateurs. Reste à savoir si électeurs et électrices vont suivre. Le Conseil électoral provisoire doit créer les conditions afin de permettre aux handicapés de remplir normalement leurs devoirs civiques selon la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Au-delà des problèmes liés à l'environnement physique auxquels doivent faire face ces personnes dans les centres et les bureaux de vote, le coordonnateur national de l'achat, le Dr Michel Péan, estime que la violence pourrait aussi être un obstacle à la participation réelle des personnes à besoins spéciaux lors des prochaines joutes. Ainsi, le Dr Péan exige du CEP l'application stricte du décret électoral. Reportage Éloge Milfort et Guitry Choisy. À moins de mois de la tenue des élections, des préoccupations se font jour quant à la participation des personnes handicapées à ces joutes. L'environnement électoral tel qu'il est habituellement décrit le jour du scrutin reste le principal obstacle au vote des personnes à besoins spéciaux dont le droit est pourtant garanti par la Constitution. C'est le cas des personnes frappées de cécité qui, pour voter, se voient obligées de faire face à un ensemble de difficultés allant de la stigmatisation à des tentatives pour orienter leur vote. Une situation que dénonce le coordonnateur national de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, le Dr Michel Péan. Et au centre de tout cela, il y a la violence. C'est le plus important obstacle que l'haïtien ou l'haïtienne vivant avec un handicap est appelé à braver s'il veut jouir de ses droits civils et politiques en allant voter. L'application stricte du décret électoral, c'est donc la demande formulée en ce sens par le responsable de l'achat au CEP. Et à ce point de vue, le Dr Michel Péan se veut sans équivoque.
Les préoccupations de la Société haïtienne d'aide aux aveugles en ce qui concerne une hypothétique participation des personnes handicapées aux élections sont pourtant récurrentes au point que le Conseil électoral avait exigé la présence d'un consultant issu du secteur pour tenter de rectifier le tir. Mais force est de constater que rien ne semble avoir été fait en ce sens, se désole le coordonnateur national de la CHAA. Michel Péan dénonce par ailleurs le fait que les électeurs handicapés ne soient pas assez informés du déroulement du processus. En Haïti, le nombre de personnes vivant avec un handicap est compris entre 800 000 et 1 million, dont plus de 80% en âge de voter, si l'on en croit le coordonnateur national de la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Mais cette catégorie continue d'être négligée tant par le Conseil électoral que par les candidats. Ce que Michel Péan qualifie de grave erreur, tant de la part des uns que de celle des autres. Des entrepreneurs haïtiens expriment leur inquiétude face à la lenteur enregistrée dans le vote des amendements apportés à la loi sur le blanchiment des avoirs, alors qu'Haïti en a besoin pour compléter son rapport qui sera présenté le 30 septembre. Rappelant les conséquences qu'un isolement financier peut avoir sur le pays, ces hommes d'affaires invitent les sénateurs, notamment, à agir en citoyens responsables. Ce n'est pas le problème d'un secteur, mais celui d'un pays tout entier, soulignent ces entrepreneurs. La loi sur le blanchiment des avoirs sera votée sous peu au Sénat. C'est la garantie donnée par le président de la Commission éthique et anticorruption du Grand Corps, le sénateur Yuri Latortue. L'élu de l'Artibonite a précisé qu'il va tout faire pour convaincre certains de ses collègues qui, à plusieurs reprises, ont infirmé le quorum d'accomplir leur devoir lorsque le document sera en discussion. Reportage Georges Allen et Elsie Dieulassin. Préoccupé par la menace d'isolement financier qui pèse sur Haïti, le gouvernement ainsi que des membres du secteur économique agitent la question, appelant ainsi les parlementaires à jouer leur partition. Mais, comme s'il était maître du temps, des sénateurs ne montrent aucun empressement. Accablé par l'attitude de marron affichée par ses pairs qui fuient les séances, le président du Sénat, Ronald Larèche, les invite à se comporter en homme d'État. C'est-à-dire, moi, je prends responsabilité, nous avons des sénateurs qui prennent responsabilité, mais quand il y a d'autres sénateurs qui ne prennent pas responsabilité. Parce que c'est la responsabilité des sénateurs pour faire séance. Parce que jeudi, là, c'est une journée de séance. Et mercredi, c'est faux sénateur qui viennent dans la séance. C'est-à-dire, moi-même, comme président, moi, toujours invité les sénateurs pour venir dans la séance. Mais on va garder tout le personnel là, sauf que nous-mêmes, nous avons tant de sénateurs qui viennent pour venir dans la séance. Face à la menace du de-risking, la politique et l'idéologie ne doivent pas primer. C'est l'avis du président de la Commission éthique et anticorruption du Sénat qui appelle ses collègues à voter la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la loi organique de l'UCREF. Une séance devrait se tenir le 28 septembre prochain. Les sénateurs se doivent de prouver leur bonne foi, estime Yuri Latortue. C'est quelque chose de fondamental pour la nation. Et moi, je dis ça à tous les collègues sénateurs, ou en dernière séance, là, tout le monde était en position PAM. Moi, je dis que sur cette question, il faut voter la loi et pour combattre le blanchiment des avoirs. Il faut voter la loi pour renforcer l'UCREF. Et moi-même, je m'attends que la loi soit votée justement pour nous réunir avec l'organisation et à partir de nouvelles lois, nous déterminons politique de lutte contre la corruption. Un sénateur qui s'est confié dans l'anonymat à Métropole a tenté de nous expliquer que la loi spécifique sur la lutte contre le terrorisme contient des subtilités qu'il faut saisir avant même sa ratification. En tout cas, le risque que ces lois cruciales pour le pays ne soient pas votées en temps et en heure est grand. Outre les sénateurs qui prennent leur temps, les députés vacanciers n'ont fait que partiellement leur travail, puisqu'ils n'ont pas encore voté la loi organique de l'unité centrale de renseignement financier, UCREF. Les amendements apportés à la loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme ont été votés par la Chambre basse, mais semblent avoir quelques difficultés à passer au Sénat, en dépit des garanties données par le sénateur Yuri Latortue.
Le secteur privé des affaires s'inquiète de cette situation. Pour en parler, nous avons avec nous M. Grégory Brandt, président de la Chambre franco-haïtienne de commerce. Bonsoir, M. Grégory Brandt. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les amis de Métropole. Monsieur Brandt, le ministre de la Justice et quelques autres membres du gouvernement ont déjà dit leur inquiétude face à cette situation, ce de-risking. Quelle est l'analyse du secteur privé des affaires et de quels moyens d'action ou de pression disposez-vous? Bon, écoutez, le de-risking n'est pas une question haïtienne. Le de-risking est une question internationale où l'ensemble du secteur financier international établit des règles d'éthique, des règles de déontologie bancaire qui doivent être appliquées par tous et respectées par tous. Donc, nous avons en Haïti un système financier qui tient la route, mais qui doit aussi s'appliquer et se plier aux règles internationales afin de pouvoir faire participer à tous les échanges qu'il faut, l'échange de monnaie et de titres, afin de garantir les échanges commerciaux et les activités économiques. Alors, nous avons eu plusieurs rencontres avec les autorités gouvernementales de l'exécutif et aussi avec le Parlement. La dernière en date, c'était une rencontre globale, générale au sein de la Banque centrale qui a réuni tout le monde. Les parlementaires étaient présents, le gouvernement représenté par le ministre de la Justice, l'ensemble du secteur privé, les chambres de commerce, les banques, le forum économique et l'APB, l'association privée des banques, a expliqué en long et en large, dans toute une matinée, l'impact sur l'économie haïtienne, qui peut être catastrophique si nous ne validons pas les articles et les lois internationales qui doivent être appliquées en Haïti, comme partout ailleurs, pour les échanges financiers. Et la situation actuelle est tragique. Oui. Oui, en effet. Et d'autant plus que nous avons une date butoir du 30 septembre pour présenter les résultats de nos travaux. C'est dans moins de 10 jours. Mais nous le savions, quand nous avons fait la réunion à la Banque centrale, tout le calendrier a été donné et les parlementaires présents étaient au courant. Et c'est pour cela que 3 jours après, nous étions tous réunis avec eux pour bien expliquer les enjeux, bien et discuter là-dessus. Et le gouvernement a présenté effectivement un texte de loi qui a été approuvé à la Chambre des députés avant qu'elle ne parte en vacances. Exact. Et être tombé sur le coup près d'une liste noire et exclure Haïti des échanges financiers internationaux va bloquer l'ensemble des relations commerciales et financières que Haïti fait à travers le monde. Donc ça va mettre le pays dans un isolement économique et ça va le mettre en impossibilité de pouvoir satisfaire même les besoins les plus élémentaires de la population. Oui, l'exemple de Belize avait été évoqué d'ailleurs à ce sujet. Oui, Belize n'y croyait pas et Belize est tombé sous la sanction. Et les autres pays, la Jamaïque, les Bahamas, tout le monde fait des efforts dans ce sens afin d'être conforme aux textes de loi internationaux qui sont très simples, qui régissent simplement la déontologie dans les transactions financières contre le blanchiment et contre la drogue et toutes les actions de transactions illicites. Et le financement qui ne pourraient que porter préjudice à Haïti. Bon, Monsieur Brandt, dernière question peut-être. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste aujourd'hui? Est-ce que nous allons pouvoir respecter les délais?
Bon, je suis un optimisme relatif, mais de nature optimiste, disons que il est absolument essentiel que les sénateurs se penchent sur cette loi. Il est absolument essentiel que les activités économiques ne soient pas interrompues. Imaginez que nous sommes en période de rentrée des classes. Nous savons tous qu'il y a environ 2 milliards de dollars qui rentrent de la diaspora pour supporter la rentrée des classes, pour supporter l'économie haïtienne. Si ces transferts ne peuvent pas se faire, la rentrée des classes sera hypothéquée. Si les transferts ne peuvent pas se faire, même le quotidien, le fermage d'une maison, l'activité de base d'une famille haïtienne va être perturbé, sinon bloqué. Et en plus, en bloquant les activités financières normales à travers les banques, on ouvre la voie à des activités informelles, des transactions qui se font en dehors du système bancaire. Des boîtes d'argent qui traversent la frontière, les gens qui voient de l'argent cash, sachant que c'est limité dans le temps et en quantité, donc ça va rentrer Haïti dans un isolement catastrophique. Je ne comprends pas l'argument de certains législateurs, puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire politique. Ça n'a rien à voir avec Obama, Prévert, Poutine et qui d'autre. C'est une affaire internationale et c'est une affaire nationale. Un sénateur se doit de pourvoir à la satisfaction des besoins et la qualité de vie de sa circonscription et de son département. Alors si le département maintenant ne reçoit plus de transfert, les votants vont penser quoi? Ils vont se tourner vers qui? Ils vont se tourner vers le sénateur ou les sénateurs qui, pour une raison X ou Y, n'ont pas voulu adopter cette loi. Eh oui, eh oui. Écoutez, M. Brandt, il ne reste plus qu'à souhaiter que les sénateurs qui ont infirmé le quorum à plus d'une occasion entendent raison, vous entendent la voix de la sagesse et se réunissent afin de voter ces amendements dans le temps qui est imparti. Merci, M. Brandt, merci de votre intervention et bonne soirée. Merci à vous et puis félicitations. Il faut surtout continuer à informer la population sur le de-risking et espérer que les sénateurs écouteront les voix de la sagesse. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, la boucle est bouclée. À la prochaine, même heure, même chaîne.